Il y a deux choses, à mon sens, qui sont hyper importantes. La première, c'est de se souvenir dans sa vie quelles ont été vraiment les choses difficiles qui nous marquent, ce qui permet de relativiser au final sur les difficultés qu'on a à l'instant T. Que je dis des fois à mes gars quand ils me disent c'est difficile ou autre, je leur dis mais est-ce que vous êtes en face d'un drame ou en face d'une contrariété ? Et le deuxième, c'est de se dire mais quel est mon but ? Où est-ce que je veux aller ? Si on est focus sur son but, on sait que dans tous les cas, on est dans une mer agitée, hein, il y aura toujours des vagues, etc. Mais pour autant, vous menez la barque, quoi, et vous êtes focus vraiment sur votre objectif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Kiwi Business Café. Aujourd'hui, je retrouve Bruno Manivet qui nous reçoit chez lui. Merci Bruno. Bonjour. De nous recevoir Ravi. Chez toi. Alors, Kiwi Business Café, c'est un podcast où on va parler à des dirigeants, des chefs d'entreprise, des présidents, de leur parcours particulier et notable. Un parcours parfois semé de défis, de challenges, et on va parler sans filtre, avec le moins de filtres possible, autant que faire se peut, de ce parcours-là. Parce que c'est un parcours qui peut inspirer, qui peut rompre la solitude du dirigeant aussi, éventuellement. Donc Bruno, c'est le premier qui se prête à l'exercice. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Bruno, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Moi, je sais que tu es directeur d'une cimenterie. C'est ça. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, donc je suis directeur d'une cimenterie, la cimenterie d'Hervaux, cimenterie donc à Heidelberg Materials France, qui est une cimenterie qu'on appelle une cimenterie intégrée, en ce sens qu'on a vraiment tout le process dans la cimenterie. Donc on est 143 personnes dans l'usine et on a donc des personnes qui travaillent dans la carrière, des personnes qui travaillent en fabrication, en maintenance, dans le laboratoire pour la qualité, la sécurité, l'administration. Voilà. Donc on a vraiment tout ce panel de métiers à l'intérieur de notre cimenterie. Et beaucoup d'équipements aussi, je suppose. Et beaucoup d'équipements, surtout que là on a des gros travaux pour remettre une très grosse partie d'équipements totalement nouveaux, puisqu'on a un investissement de 365 millions d'euros qui est en cours. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se situe ton usine dans le profil des cimenteries européennes ? Est-ce que c'est une petite usine, une grosse usine, très grosse usine, la plus grosse usine ? C'est comment ? Alors, dans le marché français, on va parler du marché français, puisqu'on a une particularité dans notre métier, c'est que c'est de l'industrie lourde, hein, on parle de gros capitaux, mais pour autant, on est vraiment très local en termes de clientèle. Moi, toute ma clientèle, elle est 200-250 km à la ronde au maximum. Ah, d'accord. Donc, en clair, la cimenterie d'Hervaux, elle va donc fournir en ciment tout le monde du béton, que ce soit donc sur le sud-Bretagne, centre-Val de Loire, les pays de la Loire et le nord Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, je suis vraiment relativement centré sur cette partie-là. Donc, c'est en gros le marché de l'Ouest. Par contre, c'est en France une grosse cimenterie. Je dis en France parce que dans les pays en voie de développement, on a des cimenteries qui sont beaucoup plus grosses parce qu'il y a toutes les infrastructures à créer. Nous, on est un marché qui est mature. Et donc, en France, l'usine d'Hervaux, c'est à peu près 5% du ciment français. D'accord. Voilà. Et toi, ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui diriger cette usine-là ? Ça a commencé quand déjà et où ? Mon parcours, il a commencé toujours dans la même société. Donc à Heidelberg Materials. Donc à l'époque, c'était Italcementi. Depuis que je suis sorti de l'école. Je suis ingénieur génie civil donc, de l'INSA de Toulouse. Et donc j'ai rapidement voulu travailler dans les matériaux. Et donc j'ai intégré Italcementi, j'avais 22 ans à l'époque. Et pour le coup, sur un tout petit secteur, j'avais 9 personnes. Je m'occupais des méthodes à l'usine de Beaucaire. Et donc en maintenance, et puis j'ai basculé de maintenance en fabrication. J'ai eu un secteur en fabrication au niveau d'une usine qui était proche de Tours. Puis après, je suis parti à l'étranger, donc en Sicile. J'ai travaillé 3 ans en Sicile, comme cette fois responsable de service maintenance et remplaçant du directeur. Ce qui a été un moment important dans ma carrière. Après, je suis revenu en France, donc en Normandie, comme responsable de service en fabrication.
Et puis, comme j'ai fait en fait tous ces métiers, qu'au final j'avais une vision assez globale de ce qui était la cimenterie, je suis devenu directeur, donc d'abord d'un centre de broyage à Metz, donc dans l'Est, puis d'une usine, donc l'usine de Cruas en Ardèche, et l'usine d'Hervaux depuis maintenant 7 ans. Voilà. Donc tu as fait beaucoup d'usines différentes, même si tu es resté dans le même groupe. Enfin, c'est ça. L'opportunité du groupe, c'est qu'on peut voir en fait beaucoup de métiers. Et en même temps qu'on voit donc tous ces métiers, on apprend en fait le métier de cimentier. Et une fois qu'on a une vision qui est assez générale, qu'on a l'envie et aussi l'énergie pour être directeur, à ce moment-là, avec les opportunités que peut offrir un grand groupe, on peut devenir directeur. Donc ça fait 17 ans, 20 ans, combien d'années ? Ça fait 21 ans que je suis dans le groupe. 21 ans. Et ça fait maintenant 11 ans que je suis directeur d'usine. Voilà. D'accord, donc grosse évolution. Et qu'est-ce que tu as... Donc c'est un gros parcours personnel. On va parler un petit peu de ton côté, toi, perso pro, dirigeant, quoi. Évolution de Bruno Manivet dans tout ça. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce parcours-là ? Est-ce que tu as en tête un moment qui a été particulièrement challengeant, difficile, où tu as senti que tu passais vraiment un gros cap ? Moi, le moment où ça a basculé pour moi, c'est vraiment quand je suis parti vivre en Italie et que j'ai passé un cap à plusieurs niveaux, en ce sens que déjà je passais de responsable de secteur où j'ai commencé par avoir 8 gars, après j'en ai eu une trentaine, où là d'un coup je passais à un service. Donc un service, j'ai plusieurs secteurs, j'ai pas loin de 60 personnes à m'occuper. À l'époque j'ai 27 ans, je suis quand même assez jeune pour le coup, pour un service comme celui-là. Et puis j'arrive en Sicile. Donc déjà, l'Italie, la Sicile, tout le monde a un a priori Sicile avec les films qu'il a pu voir à gauche ou à droite sur le sujet. Donc en tout cas, c'est sûr que c'est une culture qui n'était pas la nôtre. Et donc j'étais le jeune français ingénieur qui devenait en gros le numéro 2 de l'usine, tout en gardant mes 27 ans, quoi. Donc là, il y a clairement une grosse appréhension. Je suis sorti de ma zone de confort très très fortement. En même temps, je découvrais pour le coup le sicilien. Enfin, je parlais italien, je parlais un petit peu italien, mais pas de question de parler français ni anglais en Sicile. C'est des gens qui, c'est pas la culture. Il y a certains pays où l'anglais est développé. C'est pas du tout l'esprit italien et encore moins sicilien. Et en plus de ça, une culture vraiment très forte, avec des gens qui, par exemple, quand ils voulaient pas que je comprenne, parlaient sicilien plutôt que de parler italien. Donc, tu te sentais pas aidé non plus? Alors, je dirais pas que c'était une logique de pas aider, parce que je me suis intégré au final assez rapidement, mais c'est vraiment le besoin d'avoir toujours énormément d'énergie pour pouvoir, au début, traduire tout ce qui est autour de nous, comprendre les signaux faibles, énormément de signaux faibles où il faut se dire là il y a quelque chose à creuser, parce qu'on avait des résultats dans tous les cas à donner. On avait une usine qui devait se tenir en termes d'efficience. Et donc, là, un gros travail mental énorme. Je fais une petite parenthèse, c'est intéressant ce concept de signaux faibles. C'est quoi? Un signal faible, je dirais que c'est une caractéristique qui doit être propre à tout manager. C'est sentir le début de la fumée avant qu'il y ait le feu. Il faut vraiment que, qu'on ait l'esprit vif, en fait. Il faut être ouvert, il faut tout le temps regarder autour de soi et comprendre quand il y a quelque chose qui se trame et savoir la désamorcer avant que justement elle prenne trop de place. Plutôt on prend un problème à la source et plus il est petit. Donc il faut vraiment avoir cet instinct, je dirais, ce flair-là. Et la Sicile m'a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'il fallait que... je savais que rien n'était évident pour moi. Et donc, il fallait vraiment que je sois très, très vigilant par rapport à ça. Et je pense que ça m'a énormément aidé là-dessus. Donc, les signaux faibles. Et quel autre élément, tu penses, t'a permis de passer cette phase qui t'a amené à un autre niveau de ta carrière? C'est clairement cette période-là, pour moi, qui m'a fait prendre mon essor. Puisque quand je suis rentré après en France, tout me paraissait... étonnamment facile. C'était vraiment... déjà, la langue, c'était une évidence. Donc, au bout de 3 ans, en Sicile, je parlais très bien italien, je parlais bien sicilien, mais pour autant,
c'était pas ma langue maternelle. Donc quand je suis revenu comme responsable de service, je me souviens que le premier sentiment vraiment que j'ai eu quand je suis revenu en France, c'est mais tout est extrêmement facile. Je me suis vraiment créé et je pense que tous en fait, on se crée une échelle de valeur qui grandit quand on sort de notre zone de confort. Et plus on sort de notre zone de confort, alors la période est difficile, il faut savoir la passer outre, mais si on arrive à passer outre et si on a la persévérance pour ça, après tous les drames, les grosses difficultés qu'on pouvait avoir avant, on se rend compte qu'en fait c'est des difficultés qui sont plus petites parce qu'on en a connu des plus grosses, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, pour tous ceux qui nous écouteraient, qui seraient en ce moment dans une zone un peu difficile, qui se sentent un peu seuls face à des gros obstacles, etc., qu'est-ce qui fait que tu réussis à passer outre, justement? Tu as des trucs, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a deux choses, à mon sens, qui sont hyper importantes. La première, c'est de se souvenir dans sa vie quelles ont été vraiment les choses difficiles qui nous marquent, ce qui permet de relativiser au final sur les difficultés qu'on a à l'instant T. C'est pas forcément évident à faire parce que quand on a la tête dans le guidon, qu'il y a 10 000 choses à gérer, etc., on sent que l'esprit n'est pas forcément très clair. Donc on peut tomber tout seul dans une spirale de « je m'aggrave le problème », mais ce que je dis des fois à mes gars quand ils me disent c'est difficile ou autre, je leur dis mais est-ce que vous êtes en face d'un drame ou en face d'une contrariété ? Voilà. Donc ramenez en gros aux valeurs que vous avez pu connaître dans votre vie. Si jamais c'est un drame, là il va falloir que vous l'affrontiez comme un drame. Donc il faut vraiment prendre les mesures. Ça devient votre priorité, etc., etc. Si c'est une contrariété, relativiser. Prendre le temps de prendre du recul peut-être, dormir dessus. Relativiser et puis. Relativiser, et après peut-être le côté un petit peu stoïque, est-ce que c'est une contrariété sur laquelle vous avez une emprise ou est-ce que vous en avez pas ? Si jamais vous en avez pas, quelqu'un qui vous a mal parlé, à ce moment-là, protégez-vous. Si vous bouffe de l'énergie, arrêtez la discussion. Dans tous les cas, lui, il a sa façon de penser, vous avez essayé de le convaincre, vous n'avez pas réussi à le convaincre, il n'a pas de lien hiérarchique avec vous, vous ne pouvez pas le contraindre, arrêtez la discussion, partez, parce que dans tous les cas, vous n'arriverez pas à le changer. Et si jamais, par contre, lui, il vous affecte, parce que c'est vraisemblablement sa volonté, il a gagné. Donc, n'y allez pas. Mais pour autant, ça reste une contrariété. Donc, tournez la page. C'est aussi simple que ça. Et donc ça, oui, ça, c'est vraiment le premier point, se souvenir de ce qu'on a vraiment vécu pour relativiser. Et le deuxième, c'est de se dire, mais quel est mon but ? Où est-ce que je veux aller ? Être focus sur son but. Si on est focus sur son but, on sait que dans tous les cas, on est dans une mer agitée. Il y aura toujours des vagues, etc. Mais pour autant, vous menez la barque, quoi, et vous êtes focus vraiment sur votre objectif. Et donc ça, en principe, ça aide à passer outre. Encore une fois, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Et donc sentir, en fait, quand on est sous stress, quand on a moins d'énergie, quand on a donc tous ces éléments qui font que de temps en temps, on fait des montagnes avec des choses qui au final sont pas si grosses. Puis tout à l'heure, quand tu parlais de prendre du recul, etc., tu parlais beaucoup de relations humaines, visiblement, par rapport à quelque chose que quelqu'un aurait pu dire et tout ça. Est-ce que tu as eu des outils en gestion de relations avec les autres qui t'ont particulièrement aidé sur ton parcours ? Ouais, ta question est très juste. Et c'est vrai que j'ai pris cet exemple-là justement parce que c'est, je pense, ce qui manque le plus aujourd'hui à nos techniciens, à nos ingénieurs, c'est le savoir communiquer. Les gens n'ont pas forcément conscience qu'on n'est pas tous pareils. Et donc on ne réagit pas tous de la même façon. Et donc il existe des outils pour ça. Ils ne sont pas forcément appris d'ailleurs à l'école, mais il y a beaucoup d'outils qui existent pour ça. Alors on peut avoir ProcessCom par exemple, Process Communication, qui est vraiment un très bon outil pour ce sujet, qui vous explique en gros qu'il y a 6 types de personnalités et que suivant qui vous êtes, vous allez réagir différemment à quelque chose. Il y a du vocabulaire qui va vous marquer, d'autres qui ne va pas du tout vous toucher. Sous stress, vous allez vous comporter différemment, etc. etc. Et donc, je pense que chacun gagnerait vraiment à étudier ça, parce que déjà, ça permet d'avoir une lecture sur soi. Et il n'y a rien de plus rassurant que de savoir qu'au final, on répond à certaines règles et on peut les anticiper à partir du moment où on connaît les règles. Et le deuxième élément, c'est que ça apprend aussi à communiquer avec les gens, tout simplement, quoi.
Et tu sens que toi, cet outil, par exemple Processcom ou d'autres peut-être que tu as eu sur ton parcours, ça t'a fait évoluer en tant que manager? Oui, beaucoup. Et d'ailleurs, à l'époque, quand on rentrait directeur, on avait clairement un coaching là-dessus. D'accord. Puisque c'était identifié, et je pense que c'est toujours le cas, comme un outil clé pour lequel personne n'a été formé. Alors vous avez, comme sur tous les autres sujets, des propensions. Il y a des gens qui sont naturellement doués pour ça et qui font de la prose sans le savoir. Enfin, on peut naturellement savoir parler aux différents gens qui se trouvent en face de nous. Et il y en a au contraire qui en ont très très fortement besoin. Donc c'est quelque chose qui a été, qui en tout cas était un coaching qui était très précieux et qui aide à comprendre aussi que quand, par exemple, on parle à une personne qui a juste un profil opposé au nôtre, alors encore une fois, sans jugement, il n'y a pas un profil qui est meilleur que nôtre, mais ce qui est certain, c'est que si jamais le profil en face de vous n'est pas du tout le même, vous allez manger énormément d'énergie à expliquer des choses à ces gens-là. Donc il faut, si vous avez une personne qui est opposée à vous, être concis, très clair, utiliser sa façon de parler pour que lui comprenne, mais c'est aussi un intérêt pour vous pour pas cramer trop d'énergie et de tomber en zone de stress et d'être moins efficace. Parce que l'efficacité, ça reste quand même le point le plus important, à mon sens, d'un manager. On se doit d'être efficace. Oui, pour ça, il ne faut pas que l'objectif soit juste d'avoir lancé son message, mais qu'il soit bien compris par celui qui est en face. Bien sûr. Bien sûr. Et tout l'enjeu est là, en fait. Tout l'enjeu est là. Et d'ailleurs, une personne qui est charismatique, c'est ni plus ni moins qu'une personne qui arrive à s'adresser à toutes les personnalités qu'il peut avoir en face de lui. Donc il va être tantôt dans l'humour, tantôt très directif, tantôt très imaginatif. Enfin voilà, il va avoir un discours vraiment qui va balayer tous les profils de façon à ce que chacun, au final, se retrouve dans le discours et qu'à la fin du discours, il a emporté tout le monde. Et alors, tu parlais d'évolution. Donc toi, au départ, tu es ingénieur civil, donc assez dans la technique, dans vraiment le génie civil pur. Tu as évolué vers la direction d'usine avec tout ce que ça implique, notamment syndicat, impact politique dans ta région. Donc c'est quand même une grosse transformation de métier. Comment est-ce que, si tu prends du recul sur cette transformation-là, qu'est-ce que ça a le plus changé en toi ? C'est justement cette logique de direction. En fait, c'est une capacité à avoir des sujets qui peuvent être très, très différents et très, très variés. Comme tu le dis, ça peut être un jour de la communication, des échanges avec les parties intéressées, quels qu'ils soient. Ça peut être les syndicats, ça peut être les élus, ça peut être les services de l'État, etc. Le lendemain, ça peut être participer à un sujet pour le coup extrêmement technique. Le surlendemain, ça peut être des études financières et autres. Donc oui, l'ingénieur génie civil, pour le coup, il n'a pas appris tout ça à l'école, ou alors il y a passé très très peu de temps sur certains sujets. Donc j'ai complété avec un MBA à l'école polytechnique de Milan, mais encore une fois, c'était centré plus finance. La partie communication, elle est venue après, et ça c'est vraiment ce qui a changé mon métier, et c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est justement toute cette variété de choses qu'on peut avoir dans le métier de directeur. Je pense que tous les dirigeants qui sont dirigeants et qui le font avec les tripes, et je suis persuadé qu'il faut faire un boulot si on l'aime, sinon il ne faut surtout pas faire son métier si jamais on ne le fait pas avec les tripes. Ce qu'ils aiment, c'est ça, c'est la variété. Ouais. Et puis communication avec le groupe aussi, parce que tu as un gros groupe au-dessus de toi, au final, qui pilote c'est ça, le groupe Heidelberg, qui est un groupe immense. Oui, un très gros groupe, et la possibilité, comme aujourd'hui, d'avoir déjà une grosse usine à faire tourner sur la France, à l'échelle française, comme on l'a dit, mais au-delà, un projet majeur, 365 millions d'euros pour changer l'usine du tout au tout et en faire un fleuron de la décarbonation, ce qui est le leitmotiv de notre groupe aujourd'hui, un groupe qui a vraiment une vision là-dessus qui est très 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 forte. C'est une opportunité qui est formidable, et donc pouvoir être directeur de ça à cette époque-là, c'est la dernière cimenterie qu'on a faite, c'était il y a 40 ans en France, donc c'est une formidable opportunité. Et donc le Bruno du futur, est-ce que tu le vois là-dedans ?
Alors pour le coup, je suis très carpe diem, c'est ce qu'a fait ma carrière jusqu'à présent, mais moi je peux dire que je m'éclate aujourd'hui dans mon boulot, c'est clairement un métier que j'aime, une période que j'aime, donc tout ce chantier en parallèle et les perspectives qu'on peut avoir et le fait de mettre en lumière cette usine avec cette équipe qui le mérite très clairement, c'est une super opportunité. Je sais pas trop dire ce que voilà, l'après, j'ai envie de faire tourner cette usine. J'ai vraiment envie de la voir tourner. Toutes les perspectives qu'on peut après avoir sur la décarbonation, parce que là on parle du projet qui s'appelle Ervo 2025, donc une usine qui démarrera l'année prochaine. Derrière, et donc il y a le projet Ervo Go CO2 qui est à l'horizon 2030, donc encore pour la décarbonation, aller un cap au-delà, pour vraiment avoir à terme une usine zéro CO2, faire du ciment avec zéro CO2, donc ce qui relevé de la science-fiction il y a encore 5 ou 6 ans. De là, voilà, j'ai vraiment envie de m'investir un maximum là-dedans, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui et ça me va bien. C'est aussi simple que ça. Oui, puis décarbonation, écologie, responsabilité environnementale, c'est des sujets d'actualité, mais d'avenir évidemment, c'est incontournable. Et toi, la perspective de jouer un rôle hyper actif là-dedans, tu vois ça comment ? Disons que ça me plaît d'autant plus que déjà il y a le côté technique de la cimenterie qui m'a fait vivre et donc aller de métier en métier sur les 20 dernières années. Mais au-delà de ça, il y a des convictions donc personnelles sur l'écologie qui aujourd'hui se retrouvent pleinement dans mon métier avec donc la décarbonation. Et donc pouvoir mêler les deux, c'est une superbe opportunité. On est au bon moment. Là. Et au final, c'est un enjeu sociétal qui est vécu donc, en première place, vraiment en logique de pionnier au niveau de notre industrie, et qui amène d'ailleurs tous les jeunes ingénieurs que j'ai aujourd'hui viennent à Ervo parce qu'ils ont la volonté aussi de faire partie de ça. Donc il y a une très belle dynamique d'équipe derrière justement ces projets. Et puis tu vas sans doute peut-être inspirer la prochaine génération d'ingénieurs d'ailleurs, parce que même au niveau des grandes écoles, maintenant l'écologie fait partie intégrante, l'éco-conception de toute chose fait partie intégrante, et ça peut être un beau terrain d'apprentissage que cette nouvelle usine que tu montes. Tout à fait, d'ailleurs on a beaucoup de relationnel avec les écoles. J'ai mené des conférences donc, aux arts et métiers, c'était le mois dernier, sur l'innovation et la décarbonation, et donc on a eu une centaine d'élèves ingénieurs qui étaient motivés par ça, et les gens viennent nous poser des questions à la fin de la conférence. Enfin, on sent vraiment qu'il y a on est en phase en fait. Voilà. On est en phase entre les volontés donc, de personnes qui veulent aller dans le technique et en même temps les valeurs personnelles des gens qui se disent que la transition écologique c'est maintenant et qu'il faut vraiment agir maintenant, tout en restant sur un matériau de construction qui est le matériau de construction d'aujourd'hui et qui doit devenir celui de demain justement grâce à ces ciments bas carbone. Donc on parle de transformation et d'avenir et de belles perspectives pour le coup, parce que c'est un peu étonnant pour moi qui ne suis pas du tout du génie civil de retrouver le discours écologique et zéro CO2 dans le monde de la cimenterie, parce qu'on a plutôt la perception que ce sont des industries assez... pas écolo, quoi. Donc c'est bien de les retrouver sur la scène écologique et à l'avant-scène écologique, c'est une très bonne nouvelle. Donc on parle transformation d'entreprise. Toi, en tant que directeur, qu'est-ce que tu as vu comme grande transformation au niveau corpo ? On sort un peu de ta vie perso, on parle un peu plus d'entreprise, prenons du recul sur les équipes, sur peut-être les processus, l'efficacité, la performance. Qu'est-ce qui a été pour toi vraiment game changer sur la performance des équipes ou des usines que tu as pu voir ? Je dirais que ce qui est game changer, c'est vraiment emporter l'équipe sur des objectifs qui sont très clairs. Donc voilà, la gestion déjà des KPI, Key Process Indicator, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Il faut expliquer aux gens voilà, ce qu'on veut faire, expliquer notre vision de la performance dans une société, enfin dans une entreprise. Qu'est-ce que la performance ? En étant, à mon sens, simple. Et c'est fondamental aujourd'hui parce qu'on voit de plus en plus, c'est de plus en plus facile de suivre des indicateurs. On a vraiment... tout peut être mesuré. C'est ça, tout peut être mesuré. Donc pour maîtriser, il faut mesurer, ça c'est certain. Maintenant, il faut savoir quoi mesurer et il ne faut pas s'éparpiller. Donc il faut vraiment donner des indicateurs clairs,
Moi, ma liste d'indicateurs, il faut qu'elle tienne sur une page. Alors, il y en a combien sur une page ? Sur une page, il y en aura une dizaine, pas plus. 10 ? Oui. Sur une partagé cimenterie, à tous ? 10 que tout le monde doit connaître. Ok. 10 que tout le monde doit connaître. Après, bien évidemment, on peut aller dans le détail pour chacun des indicateurs avec des sous-indicateurs, etc. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un tableau de bord qui soit clair. Tableau de bord qui soit clair. Donc, dans une usine, ça va être la production de ciment, la production de clinker, les consommations, qu'elles soient électriques, thermiques, voilà, les taux de substitution avec les combustibles, etc. Enfin, on a un ensemble d'indicateurs. Mais dans tous les cas, il faut vraiment qu'ils soient clairs, compris par tous, et qu'on comprenne derrière, sur chacun des indicateurs, comment on peut faire pour être acteur de la performance. Voilà. Donc, c'est de la communication. C'est vraiment de la communication. Et puis après, il faut embarquer un maximum donc, de personnes sur cette logique de faire de la performance et puis l'envie de faire de la performance. Quoi. Il faut vraiment donner une envie. Je pense que c'est ça qui est le moteur. On peut dans tous les cas faire en sorte qu'une équipe soit performante si jamais on arrive à lui donner l'envie. Donc si on arrive à communiquer, on en revient encore à ce qu'on disait, avec des envies qui seront très différentes suivant les personnes, encore une fois. Mais si on arrive à fédérer là-dessus, fédérer sur la performance, on arrive à tenir la boutique. Et alors, la performance, ça peut, des fois, pour certaines personnes, être synonyme de pression, etc. Comment est-ce que tu donnes l'envie de la pression ? Aujourd'hui, alors à Airvo, la logique est un peu plus facile, puisqu'on a le projet qui fait qu'on va avoir une usine qui sera en gros la Formule 1 européenne d'un point de vue cimenterie et industrie cimentière. Mais faire comprendre que c'est aussi ça, la performance, ça permet, quand on est dans un groupe, d'avoir la confiance du groupe. Et avoir la confiance du groupe, ça permet derrière de faire de belles choses. Okay. Est-ce que au niveau... Bon, moi, tu sais, je viens de l'univers du marketing. Ouais. Donc, forcément, je vais te poser une question sur marketing et le commerce. Même si, évidemment, tu es ingénieur civil, je ne m'attends pas à un exposé dessus, juste. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous caractérise dans l'usine ou dans le groupe au niveau commercial ? Qu'est-ce qui fait votre force commerciale ? Parce que là, on peut dire quand même que vous êtes un beau groupe bien établi, le parcours, voilà, rien à redire. Ouais. Donc, il y a forcément une force commerciale derrière. Ouais. Qu'est-ce qui fait votre force commerciale, selon toi ? Ce qui fait notre force commerciale, c'est nos valeurs, hein, c'est des valeurs du groupe. Donc déjà, c'est la proximité. Comme on disait, la particularité de notre industrie lourde, donc beaucoup de capitaux en jeu, et en même temps une proximité extrême des clients. Hein, donc des clients qui sont proches déjà, proximité géographique, et aussi proximité d'un point de vue technique, et assistance technique qui est très développée, pour aider donc, les clients aux formulations de béton, aux problèmes techniques qu'ils peuvent rencontrer, en tout cas les enjeux techniques qu'eux veulent avoir pour développer leur gamme, etc. Donc on a des ingénieurs technico-commerciaux qui sont vraiment très focus avec eux, etc. Et on a aussi un très gros relationnel secteur commercial et secteur industriel. Hein, donc la direction industrielle et technique que je représente au niveau d'Airvo, on a vraiment un relationnel très très proche avec le directeur régional donc, des ventes ciment. Et après, c'est un petit peu d'audace aussi, c'est du développement de nouveaux ciments bas carbone et autres, totalement dans la lignée donc, de la décarbonation qui est l'esprit du groupe. Voilà. C'est un esprit de leader, en fait. C'est un esprit de leader, mais très soudé. C'est ça que je veux dire. On n'a vraiment pas on n'a pas un travail qui est séparé, on travaille ensemble. Dès qu'il y a des idées, on en discute, etc. Et ça travaille très très proche, ouais. Énormément de proximité, alors que c'est des grosses entités dans tous les cas, quoi. En tout cas, bravo pour tous ces projets. Je veux revenir sur toi pour terminer notre enregistrement. Okay. Parce que pour réussir à faire tout ça, il faut forcément être aligné à un équilibre. Ouais. Sinon, on ne peut pas performer. Je ne sais pas, est-ce que tu es d'accord déjà avec ça ? Oui, c'est sûr. Ok. Donc, comment est-ce que toi, tu définis... comment est-ce que toi, tu arrives à ton équilibre ? Ton équilibre, ça ressemble à quoi ? Puis chacun peut, bien sûr, avoir sa propre définition de l'équilibre. C'est la tienne qui m'intéresse. Un équilibre, ça ressemble déjà à une vie pro-perso qui est équilibrée pour soi. Hein, ce qui, bon, après, chacun mettra son niveau d'équilibre là où il est. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis heureux dans ma vie pro, je suis heureux dans ma vie perso. Hein, grâce à ma femme, qui a un gros travail là-dessus, parce qu'elle m'a quand même suivi donc, sur toutes ces étapes. Et après, c'est un équilibre aussi d'un point de vue physique. Le mental et le physique doivent être alignés. Donc moi, personnellement, c'est le sport.
Si jamais je sens que j'ai des grosses périodes qui vont être rush en termes de boulot, il va falloir qu'il y ait du sport aussi en face, quoi, parce que c'est ce qui me permettra dans tous les cas de bien dormir. Donc vraiment, ouais, ça c'est... Chacun, je pense qu'après, trouvera son équilibre, justement. Voilà. Mais le comprendre, c'est hyper important. Je dors très bien. Je dors très très bien. Tes journées doivent être bien remplies. Mes journées sont bien remplies, mais voilà. Mais il y a du sommeil. Le sommeil, il est bon. Il n'y a pas de sommeil perturbé ou autre. Enfin, il n'y a pas de signaux faibles, justement, qui me laissent à penser qu'il y a quelque chose à corriger. Voilà. En tout cas, voilà, cet alignement, je le vois comme ça. C'est très pragmatique, mais pour autant, ça marche. Bon, c'est comme les grands athlètes, la récupération, elle est aussi importante que l'entraînement et elle est fondamentale. Le reste. Elle est fondamentale. Et il faut connaître son niveau d'énergie. Il faut vraiment connaître son niveau d'énergie, avoir conscience quand on a un niveau d'énergie bas et savoir comment le remonter. Et puis aussi faire tout ce qu'on doit faire quand on a un niveau d'énergie haut. Donc il y a des choses que vous ne pourrez pas changer dans votre agenda. À ce moment-là, faites en sorte d'avoir de l'énergie quand vous les démarrez. Et puis, mais ce que vous pouvez bouger dans votre agenda, faites-le quand vous avez de l'énergie. Moi, je sais que quand j'ai des dossiers où il faut vraiment que je sois ultra focus, je me les mets plutôt le matin, parce que je sais que c'est vraiment là que je vais avoir mon niveau focus qui est maximum, ou alors il faut le faire dans une période qui est très calme. Voilà. Et quels sont tes autres rituels dont tu ne déroges pas pour cet équilibre-là ? Les rituels auxquels je ne déroge pas, donc du sport dans tous les cas, une course une fois par semaine, sauf si je me fais mal, mais sinon c'est une fois par semaine. Ouais, donc du sport, une alimentation qui se veut équilibrée. Ça fait très pensif ce que je dis là, c'est un peu caricatural, mais ça marche. Et puis du sommeil. Et voilà, et une belle vie de famille, ouais. Voilà. Et on va terminer avec le petit conseil de la fin. Ouais. Quel est le conseil que tu aurais aimé donner au Bruno d'il y a donc 21 ans ? Au jeune Bruno. Déjà, crois en toi, parce que je pense que quand on a tous 20 ans, le fait de croire en soi, c'est pas forcément acquis. On est devenu adulte. On a le mot adulte, mais pour autant, il y a encore quand même un long chemin à parcourir d'un point de vue assurance et autres. Donc ouais, crois en toi. Je pense que il est sain d'être en dehors de sa zone de confort, comme on disait, parce qu'on va créer justement notre échelle de valeur. Donc fais-toi violence, même si jamais, voilà. Lâche pas, il n'a pas lâché, et c'est bien, il faut vraiment continuer, il faut persévérer. Je pense que la plus grosse qualité, c'est la persévérance. On peut démarrer en étant nul en tout, dans n'importe quel domaine. Si jamais on persévère, c'est qu'une question de temps. C'est vraiment ça, je pense, ce qu'il faut avoir en tête. Et puis, alors c'est facile de le dire une fois qu'on l'a vécu. C'est vraiment très bien de le suivre si jamais on l'a pas encore vécu. Mais ouais, c'est vraiment ça. Le conseil pour moi, c'est celui-là. Voilà. C'est voilà. Super. Donc le Bruno a bien suivi ces conseils-là, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose toujours été très persévérant. Ouais. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu, que ce soit en sport ou dans le boulot. Persévérer. Pas se plaindre. On n'a pas le temps pour ça sert à rien. Comme on disait, bien faire le distinguo entre ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on maîtrise, on sait qu'on peut l'améliorer si jamais on est persévérant. Ce qu'on ne maîtrise pas, là, faut être stoïque dans tous les cas. Pourquoi je me mettrais... je me boufferai la santé et je ferai travailler mon mental si dans tous les cas je n'ai pas de maîtrise, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une chose tout le long du parcours, avec toute l'expérience que tu as, puis le conseil que tu te serais donné, etc., une chose où, quand tu regardes le Bruno du passé, le jeune, celui d'il y a 10 ans, il y a 5 ans, etc., est-ce qu'il y a un moment où tu aurais fait les choses différemment ? Tu aurais voulu les faire différemment ? Aujourd'hui, je dirais dans tout le parcours que j'ai eu, surtout au tout début, puisqu'au tout début de mon parcours, je suis parti donc bosser 6 mois en Italie, mais sans connaître l'italien. Quand je suis rentré chez Italcementi, il y avait un parcours qui se faisait, un parcours européen, et donc moi le fait est que je suis tombé dans un groupe où il n'y avait que des Italiens, qui eux parlaient très bien italien, et je suis parti avec eux en Italie. Et tu parlais pas du tout italien à ce moment-là ? Je baragouinais l'italien, j'avais fait
J'avais fait 1 heure par semaine d'italien sur mes 2 dernières années d'INSA, donc c'était vraiment... Et puis j'avais fait ça mercredi après-midi avec la volonté qu'on met le mercredi après-midi. Voilà. Donc non, je parlais pas italien. Et donc là, cette période-là était dure. Et donc, ce que je ferais différemment, c'est que je pense que comme je connais la suite maintenant, je me serais moins inquiété dans cette période. Voilà. D'accord. Période qui était super par ailleurs. Hein. Enfin, maintenant, avec le recul que j'ai, je me suis régalé. Mais ça a été des périodes de grosses remises en question parce que j'arrivais pas à m'exprimer, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, la deuxième expérience que j'ai eue, par contre, en Sicile, là, j'avais déjà connu cette logique de vivre à l'étranger dans un pays où je maîtrisais pas la langue. Enfin, je maîtrisais après mieux l'italien, forcément. Mais oui, se dire... ça va se passer. Donc, ok, t'es en dehors de ta zone de confort, mais sois pas si inquiet. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. Alors, tu vois, ce qui est drôle, c'est que j'étais persuadée que t'allais dire j'aurais pris plus de cours d'italien avant de partir. Mais non, ce que tu dis, non. C'est que ce que j'aurais changé, c'est... j'aurais pris le truc avec un peu plus de façon un peu plus posée. Mais t'aurais pas pris plus de cours d'italien pour être mieux préparé? Pas pris plus de cours d'italien parce que déjà, quand on va vivre en Italie, c'est un pays où les accents sont extrêmement forts. C'est un pays qui est récent. Hein. Garibaldi, c'est 1862 ou 64. Donc c'est un pays qui est très récent. Donc il y a une logique de régionalité qui est extrêmement forte. Donc dans tous les cas, même si jamais j'avais appris l'italien, je n'aurais pas compris, je pense, l'italien dans le coin où je suis allé. Je suis d'abord allé vivre à Matera. Après, je suis remonté à côté de Naples. Et rien que les deux, c'était 2 langues totalement différentes. Donc non, je me serais pas dit ça. Je me serais dit, vas-y. Aujourd'hui, ce que je ferais, c'est maintenant, j'y vais. Enfin, je vais dans un pays où je parle pas la langue, j'y vais et j'apprendrai sur place, quoi. Parce que j'ai justement toute cette échelle de valeurs, on y revient, qui fait que je sais comment ça va se passer. Mais non, mon réflexe n'était pas plus apprendre l'italien. Non. Donc à tous ceux qui envisagent partir à l'étranger, qui se sentent pas prêts, c'est pas grave, il faut y aller. Allez-y, jetez-vous dans le bain. À partir du moment où vous savez comment dire est-ce que je peux avoir mangé, mais très très bas sur l'échelle de Maslow. Vraiment, allez-y. Et puis derrière, vous verrez, dans tous les cas, vous y allez pour apprendre quelque chose. Donc si c'est dur, c'est normal, vous apprenez. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce parcours. Est-ce que tu veux partager un mot de la fin, disons, aux futurs ingénieurs? Aux futurs ingénieurs, ce qu'on vient de dire, hein, allez-y, foncez, faites un métier qui vous aime, que vous aimez, pardon, faites vraiment un métier que vous aimez, un métier qui vous aime aussi, mais foncez, faites-le avec les tripes et soyez alignés avec vous-même. Voilà. Et à partir de là, vous ferez des belles choses. Et un deuxième mot de la fin, même si je sais que ça se fait pas trop, c'est pas grave, deuxième mot de la fin, à tous les dirigeants qui voudraient quelque chose d'autre, peut-être pour leur carrière, qui espèrent une évolution positive, mais se sentent peut-être un peu en difficulté. Tous les dirigeants donc, qui sont dans un creux de vague, là on revient à ce qu'on a dit, regardez derrière vous, vous avez passé beaucoup de choses qui ont sûrement été difficiles, alors avec un background qui était différent. Regardez si c'est pas le fait d'avoir peut-être un petit peu trop la tête dans le guidon qui fait que. Et plus vous avez dans la tête dans le guidon, et plus il faut se prendre des temps pour la sortir. Donc calez-vous vraiment, même si c'est qu'une demi-heure, une période dans votre agenda où vous mettez absolument rien si ce n'est donc faire cet overview et voir exactement où vous en êtes. Et puis là, vous faites un bilan sur vous-même. Soit vous vous rendez compte c'est qu'il y a beaucoup de choses à l'instant T qui peuvent être brouilleurs d'ondes. Et là, votre objectif, ça va être de les sortir, ou en tout cas de faire un tri, de voir si jamais vous avez besoin de ressources différentes, façons d'appréhender différentes ou autres. Ou soit vous êtes peut-être arrivé à la fin d'une belle expérience, et à ce moment-là, c'est peut-être le moment de rebondir. Dans tous les cas, il faut prendre rendez-vous avec la prise de recul. Ah ouais, clairement. Tous les jours. Ouais. Tous les jours, quand vous sentez que vous en avez besoin. Mais de temps en temps, oui. Pour être performant, il faut. Très bien. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir accueillis chez toi. Avec grand plaisir. Pour ce premier podcast de Kiwi Business Café. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un nouveau dirigeant, président, manager qui a une belle histoire à nous partager.
Merci. Merci.